Congrès à Paris. Tels sont quelques-uns des titres de ce 19-20. 7 mois après sa démission du gouvernement pour cause d'inculpation dans une affaire financière, Bernard Tapie retrouve donc aujourd'hui son portefeuille. Et dès cet après-midi, l'ex et nouveau ministre de la Ville a déclaré qu'il travaillerait en priorité pour les plus démunis. Pascal Misrahi. Le gagnant s'appelle Bernard Tapie, le perdant François Loncle. Croyez-moi, j'ai jamais eu une vocation d'intérimaire. Et pourtant, François Loncle a été privé de son portefeuille ministériel. 7 mois à la ville, aujourd'hui remercié et nommé secrétaire d'État au plan. Ce matin, Pierre Bérégovoy a sorti de sa manche l'atout Tapie. Blanchi après son inculpation dans l'affaire Toshiba, le patron de l'OM reprend du service et rempile à la ville. À cette époque, j'ai dit, lorsque la justice aura tranché, naturellement dans le sens d'un non-lieu, Bernard Tapie retrouvera sa place au gouvernement. J'ai pour habitude de tenir mes engagements. La justice s'est prononcée. J'en ai tiré les conclusions que j'avais annoncées. Tapie est de retour. La logique de l'homme d'affaires a toujours été de revenir au pouvoir et de reprendre le combat politique. À 3 mois des législatives, Bernard Tapie est l'une des pièces maîtresses du dispositif de campagne de Pierre Bérégovoy. Ma nature, tout le monde le sait, c'est tout de même de ne pas rester inactif quand mes amis sont actifs. Donc il faudra trouver le moyen de rendre compatible un travail qui va déjà être très concentré dans le temps et une obligation qui est une obligation, j'allais dire, non seulement morale, mais qui est une obligation de conviction. Essayer de faire triompher ses idées et ses couleurs. Bernard Tapie retourne au charbon, le PS grince des dents, mais l'extraordinaire faiblesse des socialistes et de leur premier secrétaire leur interdit cette fois de récuser une figure qui les irrite. Désormais, il faudra faire avec. Alors ce retour au gouvernement de Bernard Tapie fait en effet grincer quelques dents au Parti socialiste. Tout d'abord celle de François Hollande qui déclare que ni son style ni ses méthodes ne correspondent à ce qu'attendent les lecteurs de gauche. Et puis celle aussi du président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, qui déclare que Pierre Bérégovoy ne pouvait ignorer qu'il heurterait les convictions de nombreux socialistes. Alors Gilles Leclerc, en quoi le retour de Bernard Tapie au gouvernement peut-il aider Pierre Bérégovoy dans les mois qui viennent? Eh bien la logique du Premier ministre, de fait maintenant consacré chef de la majorité pour les élections, ne passe plus nécessairement par le Parti socialiste, car l'objectif de François Mitterrand, relayé par Pierre Bérégovoy, est d'abord de tenter de limiter la casse au mois de mars prochain. Et devant un Parti socialiste très mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire, il faut, aux yeux de l'exécutif, essayer de développer en parallèle une autre structure plus attirante avec des chefs de file, disons, plus dynamiques, plus populaires. C'est dans ce schéma qu'il faut bien comprendre la nomination aujourd'hui de Bernard Tapie. Les perspectives étant noires pour la gauche, Pierre Bérégovoy ne refuse pas les bonnes volontés qui s'affichent. Aujourd'hui, Bernard Tapie, demain peut-être Bernard Kouchner. Si cela peut rapporter quelques voix, eh bien tant mieux. Si cela doit au contraire provoquer des grincements de dents du côté de la rue de Solferino, eh bien tant pis. Pierre Bérégovoy, nommé responsable d'un navire en détresse, tente une opération sauf qui peut, opération qui comporte tout de même un risque, eh bien que l'équipage socialiste, déjà déboussolé, ne suive plus tout à fait les consignes et la route donnée par le capitaine. Merci Gilles. Toujours l'incertitude en ce qui concerne une éventuelle intervention militaire en Bosnie. Américains et Européens discutent toujours sur l'ampleur à lui donner et sur les objectifs. Mais d'ores et déjà, l'armée yougoslave s'est déclarée prête à répondre par la force. Des troupes que Jean-Marc Pitt passe en revue pour nous. Les Serbes ont-ils, comme ils l'affirment, les moyens de répondre par la force à une intervention internationale? Leur histoire peut le leur laisser penser. Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance des partisans à l'occupation allemande fut à ce point efficace qu'elle obligea l'armée nazie à retarder son offensive sur le front russe. Ils se sentent forts, ils estiment avoir une victoire contre les Allemands, ils estiment avoir été en mesure de résister éventuellement contre les Soviétiques durant la guerre froide. Et surtout, ils ont un sentiment d'encerclement, ils ont une sorte de complexe psychologique qui fait voir des ennemis irréductibles du peuple serbe chez ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, les effectifs de l'armée serbe se montent à environ 120 000 hommes, auxquels il faut ajouter 400 000 réservistes. Leur puissante industrie militaire, qui a fonctionné à plein régime pendant 40 ans, lui ont permis de se doter d'1 millier de chars, notamment des T-72, d'une artillerie lourde conséquente, ainsi que d'un demi-millier d'avions, principalement des MiG-21. Si tout cela n'en fait pas une armée invincible, elle serait pourtant capable d'opposer une résistance coriace.
Si c'est simplement l'interdiction de survol aérien Bosnie-Herzégovine, l'armée serbe ne pourra pas s'opposer à une telle mesure. S'il s'agit d'aller faire des frappes dites sélectives en Serbie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des ripostes, notamment sur le contingent de l'ONU et donc français qui est déployé en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Quant à la troisième phase qui serait des combats terrestres, eh bien là, l'armée serbe est tout à fait équipée et entraînée pour y résister avec efficacité. Un autre facteur rentre en jeu. Les soldats serbes se battent depuis plus d'1 an déjà. La lassitude a fait son œuvre et l'on compte de nombreuses désertions. Mais il faut aussi s'attendre à trouver sur le terrain des hommes particulièrement aguerris. Et ce matin, Pierre Bérégovoy a déclaré que la France participerait à l'opération qui sera déterminée par les Nations Unies, mais qu'à son avis, il fallait faire très vite. En attendant, à Sarajevo, on tente de surmonter le malheur. Toutes les communautés religieuses ont préparé Noël avec peu de moyens, mais beaucoup de ferveur. Hervé Guéquière. Sur les collines de Sarajevo, pas de vraie trêve, les artilleurs serbes continuent à pilonner. En bas, dans la ville, 300 000 assiégés ont pourtant décidé de fêter Noël. Depuis toujours à Sarajevo, catholiques, orthodoxes et musulmans célèbrent toutes les fêtes religieuses ensemble. Cette année ne fait pas exception. Le Noël des catholiques est une occasion de nous rapprocher et surtout de réaliser à quel point nous partageons tous le même triste sort, expliquait ce matin une femme serbe. À l'hôpital central, les enfants ont reçu leurs cadeaux, petites choses pour oublier le terrible quotidien, petites choses pour parfois ne plus penser aux 8000 morts, victimes de la guerre à Sarajevo, une mort qui vient souvent du ciel. Dans le sud du Liban, la situation des 415 Palestiniens expulsés d'Israël continue à se détériorer. Selon leur porte-parole, ils n'ont plus d'eau potable et les cas de dysenterie se multiplient. La température est actuellement proche de 0 degré. Ils ont envoyé un message aux chrétiens du monde pour qu'ils ne les oublient pas en cette période de Noël. Nouveau scandale autour du procès de l'assassinat de la petite Céline. Cette fois-ci, c'est le procureur Weisbourg qui est au cœur de l'affaire, après une interview qu'il a donnée à notre confrère VSD et où il met en cause l'avocat général Michel Legrand. Paul Weisbourg est celui qui a dirigé le début de cette enquête. Philippe Denis. Il n'était que témoin au procès de Roman et Gentil, mais Paul Weisbuch est aussi le procureur qui a dirigé l'enquête au début de l'affaire. Lui a toujours cru que Richard Roman avait tué la petite Céline. Et il s'est senti désavoué quand son collègue Michel Legrand, avocat général lors du procès, a requis et obtenu l'acquittement de Roman. Dans l'interview qu'il aurait accordée à VSD, Paul Weisbuch emploie des mots très durs pour critiquer l'attitude de Michel Legrand. C'est la première fois qu'on voit un ministère public passer à l'ennemi. C'est un collabo, dit-il. Pour ces propos, le magistrat a été entendu ce matin au palais de justice de Lyon par son supérieur hiérarchique, le procureur général. Réponse de Paul Weisbuch, cette interview a été enregistrée à son insu. Une personne qu'il connaît depuis très longtemps, qui le tutoie, qu'il a connu à Digne, l'appelle et, sous un prétexte personnel, commence à converser. Puis à un moment, lui annonce qu'elle est journaliste à VSD. Et il dit qu'il ne donne pas d'interview. Je dis avec lui qu'il y a une manière de piéger les gens, de monter des coups qui n'est pas acceptable. Le procureur n'a cependant pas porté plainte et de son côté, VSD confirme l'authenticité de l'interview. Il s'agit de la traduction absolument fidèle des propos qu'il a tenus, je répète, à une journaliste professionnelle, dans un entretien téléphonique dont il savait qu'il était enregistré et dont il était prévenu qu'il serait diffusé. S'il était prouvé que Paul Weisbuch a bien donné officiellement une telle interview, ce magistrat pourrait se retrouver devant une commission disciplinaire. L'affaire du meurtre de la petite Céline continue décidément à déchaîner les passions, y compris au sein de la magistrature. Nouvelle contamination liée à un traitement médical des années 80. C'est le ministre de la Santé qui vient de le révéler. 19 enfants sont morts à la suite d'un traitement par hormones pour lutter contre le nanisme. Des enfants qui ont été atteints d'une affection mortelle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les explications de Clément Védrénal. 19 enfants atteints de nanisme hypophysaire et traités en France dans les années 80 avec une hormone de croissance ont été atteints d'une affection rarissime et mortelle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est ce que révèle un rapport de l'IGAS,
présentée ce matin par le ministre de la Santé Bernard Kouchner. Au début des années 80, cette hormone d'origine humaine était prélevée sur l'hypophyse de cadavres avant d'être traitée, puis injectée à des enfants souffrant de formes graves de nanisme. À l'époque, ce traitement révolutionnaire est accueilli avec enthousiasme par les médecins et les patients. Il y a eu environ 2350 enfants qui ont été traités par cette hormone de croissance extraite de l'hypophyse humaine. Jusqu'en 85, c'était dangereux. Après, il y a eu un contrôle sanitaire plus important. Et sur ces 2300, où il était nécessaire de traiter, ce n'était pas un luxe, il s'agissait de nanisme, il s'agissait au contraire d'une avancée thérapeutique formidable, eh bien, il y a 19 cas de cette maladie très grave de Creutzfeldt-Jakob. C'est pas beaucoup et je souhaite infiniment que ça en reste là et je ne veux certainement affoler personne. Mais les chiffres demeurent inquiétants. Une quarantaine de cas de contamination au total ont été répertoriés à travers le monde. Près de la moitié ont eu lieu en France. Reste à comprendre pourquoi. Le ministre de la Santé a reconnu que des retards avaient été pris en France par rapport à d'autres pays dans la décision de passer à l'hormone de synthèse réputée plus sûre. Pour le moment, on ignore le nombre exact de personnes qui risquent de développer l'affection. La maladie de Creutzfeldt-Jakob peut se déclarer plusieurs dizaines d'années après la contamination. 700 000 francs d'aide destinés aux victimes du stade Furiani, détournés de leur destination. Ce soir, à la prison de Bastia, au total, 4 personnes sont sous les verrous après avoir été inculpées pour escroquerie. Alain Chabot. Le réseau est donc complètement tombé. Les 3 personnes inculpées aujourd'hui sont accusées d'avoir déposé sur leur compte bancaire des chèques destinés aux familles des victimes de Furiani. Il s'agit en fait d'une partie des sommes, plus de 700 000 francs, détournés par un complice lui-même incarcéré hier et inculpé pour escroquerie. Avec les 4 personnes qui sont actuellement en cours de présentation chez le juge d'instruction, nous avons, je crois, circonscrit l'essentiel de ce dossier. L'escroquerie avait été découverte après la plainte déposée par le comité de solidarité. Un comité créé pour venir en aide aux victimes de l'effondrement en mai dernier de la tribune du stade. 15 morts et plus de 2000 blessés. Nous avons donné à monsieur le juge Rousseau et au procureur de la République, lorsque nous avons déposé la plainte vendredi, un dossier extrêmement bien ficelé. Ils n'ont plus qu'à accueillir la personne et à recueillir ses aveux. Les inculpés encourent des peines de 2 à 7 ans de prison. Une affaire au goût amer alors que le drame en Corse est loin d'être oublié. Thomson décide de se séparer de son secteur électroménager et le cède au groupe italien Elfi. Explication officielle du ministre de l'Industrie, Dominique Strauss-Kahn, une société nationalisée n'a pas à vendre des machines à laver. Mais autre explication, Thomson est très endetté. Enquête de Philippe Visserias et Catherine Berthier. Voici la publicité de l'un des derniers modèles présentés par Thomson Électroménager. C'est le règne du tout électronique, la vitrine du savoir-faire français. Thomson Électroménager représente 28% du marché national. Au sein du groupe, on retrouve les principales marques françaises de lave-vaisselle, de machines à laver et de fours. Brandt, Sauter, Vedette, Thermor, des Dietrich. Toutes rejoignent l'italien Elfi. Le montant de la transaction serait de 2 milliards de francs. La nouvelle société, née de ce rachat, devient ainsi le 4e groupe européen d'électroménager. Le ministère de l'Industrie se veut rassurant. Il n'y aura pas, du moins dans l'immédiat, de licenciement dans les 8 usines françaises du groupe. Mais alors, pourquoi une telle décision? Avec 6 milliards de francs de chiffre d'affaires, Thomson Électroménager n'est pas en crise. Il y a 10 ans, le gouvernement voulait en faire un modèle de réussite. Aujourd'hui, l'abandon de ce secteur révèle l'échec d'une politique, celle d'Alain Gomez, le PDG de Thomson. Il a dû se séparer de ce secteur pour financer le déficit de la branche électronique grand public, un déficit qui atteint 10 milliards de francs. Mais l'électronique grand public est un secteur d'avenir que Thomson ne peut sacrifier. Avec la future télévision haute définition et l'arrivée du numérique, il faudra investir pour rester dans la course face aux Japonais et aux Américains. L'électroménager français fait donc aujourd'hui les frais de cette bataille. À tous ceux qui veulent s'inscrire sur les listes électorales, sachez que vous n'avez plus que quelques jours. Les inscriptions seront en effet closes le 31 décembre. Reste que pour certains, cette démarche est quasiment impossible, car la loi oblige l'électeur à avoir un domicile. Reportage d'Isabelle Thomas et Loïc Lemoigne. Chacun d'entre nous a le droit et le devoir de s'exprimer. Pour voter l'an prochain, vous devez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre. Michel Etchegouin est à Paris depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'a pas voté. Michel est ce qu'on appelle un SDF. Etchegouin, ça veut dire maison sur la hauteur. Si vous voulez, ma maison, regardez, vous voyez, elle est grande. Sans domicile fixe,
indésirable, comme il le dit lui-même. Et de fait, sa situation l'a conduit à l'exclusion. Nombreux sont les SDF qui ont tout perdu, y compris leur carte d'identité, difficile à renouveler sans justifier d'un domicile stable. L'article 3 de notre Constitution affirme le suffrage universel direct. Sont électeurs tous les nationaux français majeurs jouissant de leurs droits civils et civiques. Mais la loi électorale, qui met en œuvre ces principes, prévoit que pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales d'une commune. Il faut pouvoir justifier de son identité, de sa nationalité et de son domicile dans la commune. Est-ce que vous avez beaucoup de SDF qui font la démarche, qui viennent vous voir pour s'inscrire? Très peu. On n'a pas beaucoup. Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales. Et de plus, très souvent, ils n'ont plus de pièces d'identité ou de choses comme ça à nous justifier pour pouvoir s'inscrire. La boucle est bouclée, les listes sont closes. Des recours existent, mais seuls les SDF renoncent la plupart du temps. La raison du plus faible, c'est créé pour eux. Nous dénonçons devant les pouvoirs publics, locaux et également au niveau des pouvoirs publics du gouvernement, etc. Nous dénonçons cette situation et nous faisons des propositions de transformation, éventuellement législatives. Au-delà des besoins quotidiens des SDF, un accès au vote serait déjà une première réinsertion. Il y en a pour qui le repas de ce soir a tout intérêt à être de première fraîcheur. Ce sont les concurrents du Tour du monde à la voile, le Vendée Globe Challenge. En effet, on a beau être en pleine mer et au bout du monde, on n'en a pas moins envie de célébrer Noël avec un petit repas fin. Didier Chaumont. Les 11 rescapés du Globe Challenge suivront eux aussi dans leur imagination l'étoile du berger. Alain Gauthier mène toujours le long cortège des monocoques dans les 40e rugissants. Les compagnes des navigateurs commencent à trouver le temps long. Une séparation de plus d'un mois déjà depuis le départ. Alain Gauthier, installé en tête de la course, augmente régulièrement son avance sur son poursuivant immédiat Bertrand de Broc, qui s'apprête à fêter Noël en solitaire. J'ai aussi une grosse boîte avec des guirlandes, des boules, mais ça je ne sais pas si je le mettrai. Hein. Je pense qu'il y a quelques bouteilles de vin, de bon vin, donc j'ai bien envie de me faire un petit verre de bon Bordeaux. Derrière la bataille fait rage, Jean-Luc Vandened, Philippe Poupon poursuivent leur remontée spectaculaire, assoiffés de revanche. Poupon, actuellement en 5e position, va tenter d'oublier son naufrage de 91 dans les 40e rugissants. Noël en mer, c'est presque pour lui un jour ordinaire. Mais moi j'avais vu dans le règlement que Piron devait se déguiser en Père Noël et passer sur tous les bateaux, alors j'espère qu'il va respecter ce qui était marqué. Ah bah écoute, niveau cadeau, j'ai une petite boîte avec un petit papier tout mignon et puis voilà, c'est tout. Triste Noël en revanche pour tous les Schtroumpfs de la Terre. Ils sont orphelins depuis ce matin. Leur créateur, Peyo, est en effet décédé un mois après avoir publié sa dernière bande dessinée, Nathalie Stray. Les Schtroumpfs orphelins pourrait être le titre de leur dernière histoire. Après 35 ans de péripéties en tout genre, les petits hommes bleus ont perdu leur père, le dessinateur belge Pierre Culliford, dit Peyo. Opérateur de cinéma, dessinateur publicitaire et enfin auteur de bande dessinée, Peyo a créé les Schtroumpfs pour égayer les pages des aventures de Jean et Pierre-Louis dans le journal de Spirou. Je ne m'explique pas comment 30 ans après, ces Schtroumpfs dans lesquels j'ai cru vaguement, mais c'était des personnages accessoires et qui devaient vivre le temps d'un épisode qui s'appelait La flûte à 6 Schtroumpfs, une histoire du Moyen-Âge avec Jean et Pierre-Louis, et que 30 ans après, on m'en demande toujours. Publiés initialement en mini-récits, les exploits des Nains Bleus ont très vite franchi le cap des albums grand format, jusqu'à ce qu'au fil des années, leur succès déborde des cases des bandes dessinées, stars du cinéma, de la télé et des magasins de jouets, vivant au parc des Schtroumpfs à Metz. Les petits hommes bleus ont vécu aujourd'hui la fin d'une longue histoire, une histoire pas seulement réservée aux plus petits. Et pour terminer ce journal, je vous propose un peu de rêve et de féerie avec de la danse. Cendrillon, d'après le conte de Charles Perrault. La chorégraphie est signée de l'une des gloires du ballet russe, Vladimir Vassiliev. Sa partenaire de toujours, Katerina Maximova, est Cendrillon. Au Palais des Congrès à Paris, le reportage de Dominique Poncet et Josiane Zimanski. Prokofiev est écrit pendant la guerre, cette musique. Et de première fois, le spectacle
était 44. Moi, je pense que tous les peuples veulent beauté. Quand la beauté éclatante d'une musique se fait féerie. Féerie, le mot n'est pas usurpé pour ce spectacle signé pour la chorégraphie par celui qui fut l'une des gloires du Bolchoï, Vladimir Vassiliev. Dans le rôle-titre, Ekaterina Maximova, fragile, aérienne, délicate, enfantine. Le spectacle m'a donné le joie, cette atmosphère de ce spectacle, cette belle musique, la chorégraphie, bel costume, belle lumière. Dans cette production où ne manque ni la fée, ni le grand bal, ni le prince charmant, ni bien sûr la pantoufle de verre, c'est Vassiliev qui s'est réservé le rôle de la marâtre. Moi, je jouais tous les emplois, tous les rôles, et grotesques, et classiques, et pur classiques, et héroïques, et terribles rôles, et les beaux, mais jamais n'a fait rôle féminin. Dire encore que les costumes signés Georges Pipard rehaussent encore l'éclat de ce Cendrillon russe. Les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quarté quinté qui se disputera demain à Vincennes dans le prix Constant Hervieux, 17 partants. Et Daniel Leclerc a choisi le 17, le 16, c'est son joker, puis les 5, 2, 11, 6, 8 et 7. Voilà, c'est la fin de ce 19-20. À 20h45, cinéma sur la 3 avec les aventures du baron Munchausen. À 22h50, Catherine Matoche pour le soir sur la 3. Et demain à 11h, la rédaction de France 3 vous propose une rétrospective des principaux événements de l'année qui sera présentée par Anne de Koudonov. Tout de suite, le rappel des titres de vos actualités régionales. Très bonne soirée à tous et surtout très bon réveillon et à demain.